Jeudi 2 juin 2005. Il est 19h45 quand Christian Crémel se présente à la gendarmerie de la Ferté-sous-Jouarre, en Seine-et-Marne. Il vient signaler la disparition de sa femme, Nelly, 39 ans. Alors que le début de matinée s'était déroulé conformément à l'habitude, c'est-à-dire Mme Crémel avait emmené M. Crémel à la gare pour qu'il puisse prendre son train en direction de Paris, avait amené sa fille au collège. Ce jour-là, elle n'est pas venue chercher M. Crémel à la gare lorsqu'il est rentré de son travail et ne répondait pas au téléphone quand M. Crémel a essayé de la joindre. Plus inquiétant encore, Nelly Crémel n'est pas non plus allée chercher sa fille de 12 ans à la sortie du collège. Nelly Crémel, c'est quelqu'un qui est organisé, dont la vie tourne beaucoup autour de leur fille. Et qu'elle n'aille pas chercher leur fille à l'école, ça n'est pas normal. Et si elle a manqué quelque chose d'aussi important, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave, c'est pour ça que ça l'inquiète. Christian Crémel explique aux gendarmes qu'il a immédiatement interrogé sa voisine. Celle-ci lui a confirmé avoir croisé Nelly aux alentours de 10 h du matin devant chez elle. Elle se souvient lui avoir donné une salade pour le déjeuner. Nelly Crémel s'apprêtait apparemment à faire son jogging quotidien. Mais à l'arrivée du train de son mari, elle n'est pas venue le chercher comme convenu. M. Crémel est donc rentré à pied à son domicile, qui n'est pas très éloigné. Et quand il est arrivé à la maison, il n'a pas trouvé son épouse. Il a fait quelques recherches immédiates dans les environs. Il a trouvé la clé sous la pierre, comme lorsque Nelly part courir. Pour lui, c'est mauvais signe parce que si elle n'est pas revenue depuis le matin, c'est qu'il lui arrivait quelque chose pendant qu'elle faisait son jogging. Les gendarmes prennent les déclarations de Christian Crémel très au sérieux et se rendent immédiatement au domicile familial à Reuil-en-Brie, à quelques kilomètres de là. Une patrouille de gendarmerie va essayer de déterminer les éléments qui vont donner un créneau de disparition ou de départ de cette dame. Et c'est ça l'élément qui va être le plus important, c'est ce qui va être fait tout de suite. Sur place, les gendarmes trouvent la voiture de Nelly Crémel garée devant la maison. À l'intérieur du véhicule, il découvre son sac à main avec toutes ses affaires personnelles. Pour nous, ça exclut l'hypothèse d'une fugue ou d'un départ volontaire de Mme Crémel. Parce qu'habituellement, les gens prennent leur carte bancaire, leur téléphone portable, des vêtements, une valise. Ils préparent un peu leur départ, et là, c'est pas le cas. Accompagnés de Christian Crémel, les enquêteurs pénètrent ensuite dans la maison où ils ne relèvent aucune trace d'effraction. À première vue, tout semble normal. La maison n'est pas en désordre, rien n'a disparu, il y a quelques objets de valeur, ils sont présents. Le mari de Nelly Crémel découvre alors avec étonnement l'état de désordre de la cuisine. La vaisselle n'a pas été faite. C'est déclaré par M. Crémel comme étant quelque chose qui est tout à fait inhabituel dans le comportement de son épouse. Jamais Mme Crémel aurait laissé la cuisine dans cet état-là. Dans l'évier, les enquêteurs découvrent la salade donnée par la voisine le matin même, intacte. Donc elle n'y a pas touché, et la retrouvant là le soir, j'avais supposé qu'elle est parvenue pour le déjeuner du midi. En fait, à la maison, tout est comme si elle s'était absentée momentanément. Christian Crémel signale aux enquêteurs que la tenue de sport et les baskets de sa femme ne sont pas dans la maison. Avec les éléments fournis par le mari, on peut supposer qu'il lui est arrivé quelque chose qui l'a empêché justement de revenir chez elle. En effet, Mme Crémel fait un footing quotidien et ses affaires de sport, selon le mari, ne sont pas dans la maison. Et tout de suite, ça va nous donner un créneau horaire entre 10h15, 10h30, 11h, dans lequel Nelly est partie faire son footing. Face à la gravité de la situation, la fille du couple est immédiatement emmenée chez une voisine. Elle est venue chez nous avec ma fille, on a essayé un peu de la rassurer, lui dire maman va revenir et il ne faut pas penser au pire. Mais je croyais qu'elle sentait quelque chose.
Le soir même, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Pour les gendarmes, la priorité est de retracer l'itinéraire emprunté par Nelly Cremel pendant son jogging. Le parcours du jogging de Nelly Cremel, qu'elle fait tous les jours, ça couvre une dizaine de kilomètres à l'aller-retour. C'est entre sa maison de Reuil-en-Brie et le petit village de Luzancy. Ça longe des bois, mais ça longe aussi une route. Tous les riverains le long de cette route sont interrogés et certains confirment avoir croisé la joggeuse, mais uniquement au début de son parcours. Un riverain pense même l'avoir vue à l'arrière d'une voiture, mais rien ne permet de confirmer ce témoignage. Madame Cremel avait été vue ce matin-là, partant faire son footing, mais globalement, on ne recueille pas de témoignages nous permettant de penser que quelqu'un l'a vue revenir. Ce qui va renforcer la crédibilité d'une disparition pendant le parcours de footing. Mais à ce stade de l'enquête, les gendarmes ne veulent exclure aucune hypothèse. Vous avez l'accident sportif, elle est partie faire son footing, elle a fait une crise cardiaque à un endroit, elle n'est pas tout à fait sur la route, elle est partie ailleurs, elle est quelque part en train d'agoniser. Vous avez une voiture au détour d'un chemin qui l'a percutée, le gars a pris peur, l'a chargé, nous l'a déposé ailleurs. Vous avez l'enlèvement, vous avez l'assassinat, et puis après tous les mobiles qui vont derrière, quoi. Donc ces hypothèses, on les a sur la table à ce moment-là. Les gendarmes commencent alors leur recherche en ratissant les environs du parcours de la joggeuse. La priorité à ce moment-là dans les recherches, c'est de faire les abords immédiats des chemins qu'elle emprunte sur son parcours de jogging. Donc c'est les accotements, les fossés. C'est une région qui est boisée, donc c'est un endroit où on peut avoir des pièges. C'est-à-dire qu'il y a des creux, on peut marcher sur une branche morte, tomber dans un trou et pas réussir à remonter. Malgré des recherches poussées jusque tard dans la nuit, Nelly Cremel demeure introuvable. Ça veut dire que concrètement, elle n'a pas été victime d'une crise cardiaque en train d'agoniser dans un fossé, parce que sinon on l'aurait retrouvée. Ça veut dire que soit elle n'est pas sur l'itinéraire, et peut-être allée courir ailleurs, soit elle a été sur l'itinéraire, mais elle n'y est plus. Et il nous faut comprendre pourquoi elle n'est plus sur l'itinéraire. Dès le lendemain de la disparition, soit le vendredi 3 juin 2005, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration. Sur le terrain, une opération d'envergure est alors déployée pour retrouver la disparue. Des moyens plus conséquents seront mis en œuvre, notamment un hélicoptère, des chiens de recherche. Des carrières sont explorées par des plongeurs de la gendarmerie. On a un dispositif de recherche qui est colossal. Pour accompagner les gendarmes qui font des battues à pied, il y a 3 escouades de gardes républicains à cheval, des pompiers qui sont venus sur leur temps libre, c'est quand même assez inédit. Et puis tous ces habitants, entre 30 et 50 riverains, qui ont leurs bottes, leurs bâtons et qui fouillent méticuleusement les chemins vicinaux, les bois. La section de recherche de Paris est également appelée en renfort. Sur les routes, des barrages sont mis en place et des centaines d'automobilistes sont contrôlés. Compte tenu de la multitude de pistes qu'on a sur la table, du fait qu'on n'a pas de corps, et donc potentiellement Mme Cremel est encore vivante quelque part, il faut aller très vite dans les investigations judiciaires. Et donc on décide dans le week-end de mettre en place une cellule d'enquête dédiée à cette affaire et on va mobiliser une 50aine d'enquêteurs judiciaires à temps plein. Ça permet d'entendre rapidement un grand nombre de personnes, d'explorer de nombreuses pistes. Parce qu'avec le temps, les témoignages s'étiolent et les gens oublient ou se trompent. Donc l'intérêt est vraiment de frapper un grand coup dès le départ. On sait que les premières heures et les premiers jours sont très importants. Dans le petit village de Reuil-en-Brie, ce déploiement sans précédent met la population en émoi. L'histoire, elle a pris beaucoup d'ampleur parce qu'on voyait l'hélicoptère, les gendarmes, la police. Et pour nous, il y a quelque chose de grave qui se passe et ça fait peur. La presse s'empare rapidement de l'affaire et en moins de 48 heures, la disparition de Nelly Cremel fait la une des journaux. L'affaire, elle a tout de suite eu un retentissement très fort. Les journalistes sont immédiatement arrivés sur le terrain pour couvrir ça. Il y a un vrai mystère qui entoure sa disparition. On n'a aucun indice, donc on est tous
un peu sur le même plan. On est derrière les gens qui font les battues, on essaye de voir les gendarmes pour avoir des informations. C'était impressionnant, c'est vrai. Tout le secteur avait été bouclé, même les journalistes avaient du mal à approcher des zones. Et on peut être amené à penser effectivement, même si on ne sait pas exactement ce qui se passe, que c'est une affaire d'importance. Pendant que sur le terrain, gendarmes et riverains recherchent Nelly Cremel sans relâche, une cellule d'enquête récolte le maximum d'informations sur le profil de la disparue. Nelly Cremel est une jolie femme, sportive, blonde, élancée. Très élégante, souriante, aimable, physiquement belle. C'est une femme qu'on remarque. C'est-à-dire que c'est une femme qui prend soin d'elle-même, pour qui l'apparence est importante, mais c'est pas une femme vide, c'est pas simplement une belle femme. C'est une femme intelligente qui s'intéresse à beaucoup de choses. Depuis 20 ans, Nelly Cremel et son mari offrent l'image d'un couple modèle. C'est un couple qui s'est connu jeune, qui s'est construit ensemble, dont on sent une parfaite harmonie, une parfaite cohésion. Et tous les témoignages qu'on va recueillir dans l'environnement familial vont confirmer cette imbrication forte entre monsieur et madame. La naissance de leur fille, en 1993, vient parachever ce tableau familial idyllique. Nelly Cremel, alors secrétaire, décide de quitter son travail pour se consacrer entièrement à son enfant. Les gens nous décrivent la relation mère-fille comme une relation extrêmement fusionnelle, comme une relation totalement imbriquée, comme une proximité au-delà de ce qu'on peut imaginer habituellement dans une relation mère-fille traditionnelle. En 2002, la famille installe son bonheur à Reuil-en-Brie, paisible commune de la campagne à l'est de Meaux. Vraiment, cette famille semble unie, tranquille, presque invisible, tellement elle est tranquille dans sa maison, repliée derrière Saïda. Cette discrétion dissimule pourtant une réalité inattendue. Si Nelly Cremel est une épouse et une mère de famille comme les autres, son mari, lui, exerce un métier qui éclaire l'affaire sous un jour nouveau. La particularité de ce dossier, c'est la profession de M. Cremel. M. Cremel, effectivement, n'est pas un militaire tout à fait ordinaire. M. Cremel travaille pour les services secrets. Il est affecté à la Direction générale de la sécurité extérieure à Paris. Et c'est ce côté, entre guillemets, agent secret, espion, qui va donner une dimension importante à cette affaire. Au vu de ces découvertes, l'enquête prend aussitôt une nouvelle tournure. Les gendarmes se demandent si la profession de Christian Cremel peut avoir un lien avec la disparition de sa femme. Est-ce un crime politique? Est-ce que c'est un crime militaire? Est-ce que c'est un crime d'espionnage? Beaucoup de questions peuvent se poser. Madame Cremel aurait pu être, par exemple, enlevée, séquestrée pour servir de moyen de pression par rapport aux activités de son mari. Mais sur cette piste, les enquêteurs vont très vite se heurter au silence de la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure. La DGSE est quand même un service secret, donc pour avoir des informations c'est un peu plus compliqué. Les opérations, les documents, etc. sont confidentiels, voire secret défense. Il ne suffit pas de demander comme une réquisition à la poste ou à une banque pour avoir la réponse tout de suite. Donc il va falloir faire sauter un certain nombre de portes, passer un certain nombre de niveaux de responsabilité pour pouvoir avoir accès aux différents éléments dont nous avons besoin dans le cadre de l'investigation judiciaire. La DGSE finit par fournir quelques informations. Elle révèle que Christian Cremel occupe le poste d'analyste au service des renseignements. C'est un militaire de la DGSE, mais qui n'a pas forcément des renseignements hypersensibles à communiquer. Il ne semble pas être non plus à un poste clé. La conclusion à laquelle on arrive assez rapidement, c'est qu'il n'occupe pas un poste qui mettrait en danger, en tout cas à premier abord, son épouse. Les enquêteurs acquièrent vite la certitude que ce n'est pas dans les méandres des services secrets français qu'ils trouveront la réponse à la disparition de Nelly Cremel. La piste de la DGSE se referme.
Malgré 3 jours de recherches intensives, les enquêteurs n'ont retrouvé aucune trace de Nelly Cremel. Mais la médiatisation de l'affaire a généré des centaines de témoignages que les gendarmes doivent vérifier un par un. Quelqu'un nous a appelé en nous disant « Je suis à Toulouse, Madame Cremel, elle est assise sur telle place, sur un banc, sur telle place ». Comme c'était en direct, on a appelé le commissariat, on leur a demandé d'aller faire la vérification. Il y avait bien une dame blonde, c'était pas Nelly Cremel. On a fermé immédiatement la porte. Parmi tous ces témoignages, un appel en particulier retient toute l'attention des gendarmes. Dans les jours qui précèdent la disparition de Madame Cremel, celle-ci aurait été importunée sur le parking d'un centre commercial à la Ferté-sous-Jouarre par un homme, aurait été un peu insistant ou aurait fait des avances à Nelly Cremel. Et cet homme circulait dans un véhicule de couleur grise d'un modèle un peu particulier. Les enquêteurs se rendent alors au centre commercial. Et en interrogeant le service de sécurité, ils apprennent que cet homme est connu pour avoir importuné d'autres clientes sur ce même parking. Dans ces témoignages-là, on va pouvoir recueillir une identité et un numéro de véhicule qui va nous permettre derrière de poursuivre les investigations. Avant d'interpeller l'homme en question, les gendarmes veulent savoir si sa voiture grise a été vue le jour de la disparition de Nelly Cremel. Pour cela, ils utilisent un outil d'analyse criminelle particulier, l'Anacrime. L'Anacrime est un logiciel de rapprochement de données et d'informations qui ont été saisies à partir de ce qu'on extrait des procédures. Et donc on va rentrer dans le logiciel Anacrime, audition par audition, ce qui nous paraît être des éléments très précis, un numéro, une couleur de voiture, un type de modèle. Et puis le logiciel va calculer les relations et les causalités éventuellement qui vont pouvoir s'établir. Les gendarmes entrent donc le signalement de la voiture dans le programme informatique. Et là, ça va matcher avec une autre audition qu'on a récupérée ailleurs, qui était l'audition d'une personne qui habite sur le parcours habituel de footing de Nelly Cremel, et qui a vu un véhicule gris du même modèle circulant à vive allure le jour de la disparition. C'est donc le logiciel qui va nous faire le rapprochement entre ces deux éléments. Une piste sérieuse semble enfin se dessiner. D'autant qu'en vérifiant le passé judiciaire du propriétaire de la voiture grise, les enquêteurs découvrent que l'homme est inscrit au fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. C'est intéressant de travailler sur lui et puis de l'interroger pour voir s'il n'a pas pu commettre l'enlèvement à minima de Madame Cremel. Au vu de cette information, c'est évidemment une piste qui s'ouvre. Il faut qu'on puisse l'entendre sur sa version et puis savoir surtout ce qu'il faisait le jour de la disparition de Nelly. L'homme est aussitôt interpellé et placé en garde à vue. Et dès le début de son interrogatoire, il avoue avoir déjà croisé Nelly Cremel, mais il nie toute implication dans sa disparition. Il reconnaîtra avoir importuné Madame Cremel au supermarché. Son intention n'était pas de lui nuire, mais juste de lui faire passer un message qu'elle lui plaisait. Donc nous vérifions également son emploi du temps et il aura un alibi qui pourra exclure sa participation à la disparition de Madame Cremel. Le suspect est donc mis hors de cause et relâché. Mais pour les enquêteurs, chaque jour qui passe sans que Nelly Cremel ne soit réapparue accrédite la thèse criminelle. Plus le temps passe, plus c'est dur. On dit, oh là, peut-être qu'il y a eu quelque chose de grave, peut-être quelqu'un lui a fait du mal. Cela fait maintenant 8 jours que Nelly Cremel reste introuvable et les enquêteurs se sentent véritablement dans l'impasse. On n'a aucun indice, aucune piste, aucune explication, pas de signe d'elle, rien. Le fait qu'il se soit passé quelque chose d'irrémédiable semble de plus en plus évident pour la famille. Et donc du coup, c'est encore plus insupportable pour eux. Tandis que leur enquête piétine, les gendarmes doivent tout de même faire face à la pression médiatique. On vit au quotidien avec les médias, ils sont présents 24 heures sur 24. Les questions commencent à arriver sur que fait la police, que fait la justice dans cette affaire-là. Et donc on éprouve le besoin de faire une conférence de presse. Ce 10 juin 2005, une conférence de presse est donc organisée. Mais à 15 h, en pleine réunion, un enquêteur qui est au fond de la salle
reçoit l'information en lui disant un corps a été découvert dans les bois du Tarterel, à 2 km du lieu où se pratiquait le footing de Madame Crémel. Inévitablement, dans ma tête, il nous manquait Madame Crémel, on trouve un corps, on ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement très rapidement. Le colonel Guérin se rend donc immédiatement sur place. Il s'agit d'un petit chemin en terre qui fait environ une centaine de mètres, qui se termine par une zone de débardage de bois, au bout duquel se trouve le corps sous des branchages. Le fait que le corps soit sous les branchages, on a maintenant la certitude que quelqu'un a dissimulé le cadavre. En dégageant ces branchages, le gendarme découvre un corps, face contre terre et en état de décomposition avancée. Mais plusieurs détails l'alertent. Le cadavre est visiblement celui d'une femme aux cheveux blonds, portant la même tenue de sport et les mêmes baskets que Nelly Crémel. Aussitôt dépêché sur place, un médecin légiste procède à un premier examen externe du corps. Mais l'état de décomposition est tel qu'il rend impossible toute identification formelle. On se retrouve avec une tête qui est quasiment réduite à l'état de squelette, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chair. Pareil pour la partie supérieure du corps jusqu'au diaphragme. On a par contre une assez bonne conservation des extrémités inférieures des bras et des membres inférieurs. En examinant de plus près la tête de la victime, le légiste découvre des traces intéressantes. On s'aperçoit qu'il y a un traumatisme sévère au niveau de la partie supérieure, au niveau des orbites et du front, avec un fracas osseux, et puis aussi en arrière, dans la région de la nuque, il y a la trace d'un impact très violent. De toute évidence, il s'agit des signes d'une agression violente. Mais l'expert se penche alors avec attention sur le sac attaché autour de la taille de la victime, une banane identique à celle que portait Nelly Crémel pour son jogging. Cette banane, sur l'abdomen, présente une perforation comme peut le réaliser un coup de feu. Enfin, la présence de larves sur le corps indique que le décès remonte à une 8aine de jours, soit au moment même de la disparition de Nelly Crémel. Les insectes viennent pondre sur les corps dès que la température commence à baisser. Et ensuite, donc, les larves vont se développer. Dans la mesure où on en a quand même un nombre considérable, dans la mesure où on a aussi un corps qui est en état de putréfaction avancée, on a vraiment un tableau cohérent pour dire que effectivement la mort remonte à la date de disparition. Le médecin légiste termine son examen en retirant une alliance d'un doigt de la victime. Aussitôt transmise aux enquêteurs, elle porte des inscriptions qui ne font que confirmer leurs craintes. L'alliance porte exactement les indications de l'alliance de Nelly Crémel, à savoir une date de mariage et l'indication du nom, prénom du mari. Donc ça vient confirmer à 99% pour les enquêteurs que nous sommes qu'on est bien en présence du corps de Nelly. En attendant une identification formelle, la scène de crime est passée au crible. Mais cet endroit est très fréquenté, ce qui rend la recherche d'indices particulièrement difficile. Les investigations vont être extrêmement polluées parce que vous avez des forestiers qui viennent régulièrement couper du bois à cet endroit-là. Ça veut dire qu'on retrouve sur cette zone-là des mégots, des canettes, des éléments pileux, etc. qui vont complètement polluer la scène et vont rendre tout à fait impossible l'identification d'une scène de crime. Pour autant, on collecte l'ensemble des éléments dans la mesure où la justice, ultérieurement, pourrait avoir besoin de faire analyser ces éléments. Très vite, l'expertise ADN confirme que ce corps est bien celui de Nelly Crémel. Son mari, immédiatement averti par les enquêteurs, est bien sûr anéanti. Nelly Crémel, c'est la femme de sa vie. Il a perdu la femme de sa vie. Et tout de suite, ce qu'il a à l'idée, c'est sa fille. Il va falloir protéger sa fille, annoncer à sa fille que sa maman ne reviendra pas. C'était vraiment le choc là et on avait peur quoi parce qu'on pense à ce qu'elle a souffert, ce qui lui est arrivé. On a envie de savoir qui a fait ça, comment ça s'est passé.
Voilà, pourquoi on a 1000 questions dans la tête, on n'a pas de réponse. Et c'est trop dur de... C'est un moment terrible, quoi. À l'Institut médico-légal de Paris, l'autopsie débute par un examen radiographique du corps de la victime. Ici, on va relever en particulier des microparticules métalliques sur la main gauche, des plombs de chasse sur le bras droit et dans la cavité abdominale. Nelly Crémel aurait donc été victime d'un ou plusieurs tirs par arme à feu. Mais ce n'est pas tout. L'examen met en évidence de multiples fractures du crâne qui n'ont rien à voir avec des blessures par balle. L'examen de la tête relève 2 zones d'impact, une sur la partie supérieure du visage, où là on a des os fracassés. Ça peut correspondre de toute façon à un objet contondant. Ça ne peut pas être produit par un coup de poing ou coup de pied, c'est impossible. Et puis une deuxième région, près de la nuque, où là on a une trace nette sur l'os, puisqu'il n'y a plus de chair. Une trace nette d'enfoncement qui fait 13 cm de long et 3 cm de large. Très évocatrice de la crosse d'un fusil. L'expert procède ensuite à l'examen externe du corps. Il repère un premier orifice d'entrée de projectile sur l'abdomen. Un orifice d'entrée qui est quasiment circulaire, de petite dimension, qui correspond à la pénétration d'une charge groupée. Donc là, on est soit un tir à bout touchant, c'est-à-dire contact du canon contre la peau, soit à proximité immédiate. Et tous les projectiles se sont logés dans un os du bassin. Ça permet d'affirmer la direction du tir, légèrement ascendant de bas en haut. C'est caractéristique du tir sur une personne qui est allongée au sol. Cet orifice à l'abdomen correspond à l'emplacement du trou retrouvé sur la sacoche de Nelly Crémel. Et selon l'expert, la victime aurait cherché à se protéger de ce tir. En témoigne la présence de multiples blessures sur sa main gauche. On constate une fracture du pouce, une fracture du majeur et surtout la perte de l'extrémité du doigt. Le rapprochement avec les microparticules métalliques sur les radios fait vraiment penser à l'interposition de la main au moment du coup de feu entre le canon du fusil et le corps. Les radiographies mettent également en évidence la présence de projectiles dans le bras droit. Ceux-ci sont la preuve que la victime a reçu un second coup de feu. Mais la décomposition du corps ne permet pas de retrouver l'orifice d'entrée de ce tir. En revanche, à l'examen interne, le médecin légiste prélève au total 6 plombs dont la dispersion permet d'éclairer à quelle distance ce second coup de feu a été tiré. La distance qui sépare ces plombs est quand même importante. Elle est de l'ordre d'une vingtaine de centimètres entre le plomb le plus bas et le plomb le plus haut. C'est vraiment caractéristique du tir à distance. En poursuivant son examen, le médecin légiste remarque un détail. Les munitions retrouvées dans le corps de Nelly Crémel ne sont pas toutes identiques. Pour les identifier avec précision, une expertise balistique est donc aussitôt pratiquée. La présence de ces plombs de petit diamètre dans le bras permet de dire qu'ils proviennent d'une cartouche tirée dans un fusil de chasse à canon lisse. En tout cas, ça correspond à une cartouche destinée au tir à la chasse au petit gibier. Quant aux munitions qui ont été retrouvées dans le bassin de la victime, ça correspond à une cartouche chargée de grains de chevrotine, ce type de munition étant utilisé pour la chasse au gros gibier. A priori, on retrouve 8 plombs plus un fragment, ce qui semble correspondre à une charge de 9 grains de chevrotine. Pour autant, ces différentes munitions pourraient provenir de la même arme. Ce sont 2 cartouches
extérieurement identiques pour lesquels seule la charge de projectile est différente. Ce type de munition, aussi bien l'un que l'autre, est utilisable dans un fusil de chasse et canon lisse, donc dans la même arme. Les experts se prononcent ensuite sur la chronologie des coups de feu. Et leurs conclusions sont sans appel. Ce qui est sûr, c'est qu'on a commencé par un tir à distance. C'est donc probablement le premier coup de feu d'abord qui touche la main et le bras, et le deuxième coup de feu qui atteint la victime à l'abdomen. Ça représente un choc très important. Il y a quand même beaucoup d'organes qui sont touchés. À l'endroit où la gerbe de plomb arrive dans le corps, vous avez le foie, vous avez les poumons, vous avez les reins, vous avez un tas d'organes vitaux qui, a priori, cette blessure entraîne une syncope immédiate. Une fois à terre, Nelly Crémel aurait été violemment frappée à la tête. On est vraiment dans une volonté meurtrière qui est affirmée et répétée. Nelly Crémel n'est pas morte paisiblement, ça c'est sûr. Elle a été victime d'un acharnement. On lui a tiré dessus, elle l'a vu venir. C'est une grande sauvagerie. Cependant, l'autopsie ne révèle aucune trace d'agression sexuelle. Ça veut dire que c'est pas prémédité et que c'est un crime d'instinct ou impulsif, une réaction violente à ce stade-là inexpliqué, mais en tout cas pas quelque chose d'organisé. Donc il est plus que probable qu'il s'agit d'un crime de rôdeur, quelqu'un qui soit passé à cet endroit-là et à ce moment-là et qui ait profité de l'occasion pour le faire et qu'il sera très difficile de l'identifier. Nelly Crémel n'a pas été entraînée loin, donc le prédateur qui s'est attaqué à elle est peut-être encore dans le secteur. L'enquête s'annonce longue et difficile. Mais dès le lendemain de la découverte du corps, un couple se présente soudain à la gendarmerie. Ce couple raconte qu'ils connaissent l'individu qui a commis le crime. Qu'un de leurs amis leur aurait avoué être l'auteur du meurtre de Nelly Crémel. Ils racontent en fait qu'ils étaient à table en train de dîner et durant les informations est passé le sujet de Madame Crémel et leur ami leur a dit c'est moi qui ai fait ça. J'ai fait une connerie, la jeune femme qui a été tuée, c'est moi. Enfin, j'en suis quoi, j'en suis. Ce témoignage est immédiatement pris très au sérieux, d'autant que le couple livre des détails que seuls les enquêteurs connaissent. Notamment sur les coups de feu, ils ont eu les confidences de leur ami qui leur indique que 2 coups de feu ont été tirés. Donc là, on dit que l'information est fiable. Les témoins donnent l'identité de ce suspect. Il s'agit d'un certain Serge Matet, 26 ans. Il vit à Rebais, un petit village situé à 17 km du lieu des faits. Avant d'aller l'interpeller, les gendarmes se renseignent sur cet homme et constatent notamment qu'il n'a aucun antécédent judiciaire. C'est un garçon qui fait plus âgé que son âge, et qu'on nous décrit comme sans problème. Il vit seul, il n'a pas d'enfant, pas de famille. C'est un jeune homme qui travaille pas, qui fait pas grand-chose de sa vie. Et c'est quelqu'un qui n'a pas tellement fait parler de lui, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas grand-chose de lui finalement. Le dimanche 12 juin 2005, soit 2 jours après la découverte du corps, Serge Matet est arrêté, hors des regards des médias, et placé en garde à vue. Après seulement quelques minutes d'interrogatoire, l'homme craque et avoue le meurtre. Il reconnaît tout de suite les faits, il semble soulagé, comme il a pu le faire, je pense, auprès de ses amis. Il nous donne le sentiment de se libérer d'un poids trop lourd pour lui. Je pense que depuis le moment où il a tué Nelly Crémel, il vit très très mal ce qu'il a fait. Je crois que d'être arrêté, c'est une forme de soulagement pour lui. Très rapidement, Serge Matet va se livrer pour raconter son histoire, mais il va surtout nous donner le nom du complice qui l'a accompagné et qui s'avérera être Patrick Gâteau. Serge Matet, qui n'aurait donc pas agi seul, explique ensuite aux enquêteurs les circonstances du passage à l'acte. On est le jeudi 2 juin et les deux, Gâteau et Matet, sont dans la voiture de Gâteau et ils sont en quête d'un coup. Ils veulent faire un coup. Ils sont en chasse d'une maison à cambrioler.
Et ils vont viser une maison d'habitation qu'ils avaient déjà vue. Et là, ça ne se passe pas comme prévu. Il y a un chien qui les met en fuite. Et puis, tout à coup, sur leur chemin, ils croisent Nelly Crémel. Et ils la voient porteuse d'une banane autour de la ceinture. Dans cette banane, il y a sans doute quelque chose à voler. Ils font demi-tour. D'après Serge Mathé, ils se garent à un endroit où la joggeuse va passer. Et quand elle arrive, il la braque et il la font monter de force dans la voiture. Selon Serge Mathé, les deux hommes ont ensuite forcé Nelly Crémel à leur donner son adresse dans le but de cambrioler sa maison. Mais en arrivant sur place, la présence de voisins a rendu l'opération trop risquée. Les deux braqueurs décident alors de poursuivre leur route jusqu'au bois de Tarterelle. Ils pénètrent dans le bois, ils y pénètrent profondément et ils vont fouiller la banane de Nelly Crémel et c'est la catastrophe. Il y a 20 €. Il y a 20 misérables euros dans cette banane. Ils vont lui enlever les 3-4 objets qu'elle avait sur elle, un vieux Walkman à cassette, une montre de course, etc. Mais ensuite, comme ils ont été vus et qu'ils ont agi à visage découvert, les deux auteurs n'ont pas d'autre solution, version donnée par Serge Mathé, n'ont pas d'autre solution que de se débarrasser de Nelly Crémel. Et pour se débarrasser de Nelly Crémel, il faut la tuer. Incapable de tuer la joggeuse, Serge Mathé aurait alors préféré l'assommer avec un rondin de bois. Malgré tout cela, Patrick Gateau, dit-il, va quand même décider de prendre le fusil et de la tuer pour la faire taire définitivement. Les gendarmes tiennent un coupable. Mais malgré ses aveux, ils ont des doutes, notamment sur la séquence criminelle. Est-ce que Serge Mathé dit la vérité? C'est pas sûr. D'autant plus qu'on sait que l'autopsie révèle que les coups de fusil ont été donnés en premier et que c'est ensuite qu'à coups de rondin, on s'est acharné jusqu'à lui défoncer le crâne sur Nelly Crémel. La priorité des enquêteurs est maintenant de localiser Patrick Gateau, l'homme que Serge Mathé désigne comme son complice. Il retrouve très vite sa trace. L'homme habite à Rebais, autrement dit le même village que son acolyte. Il a 50 ans, il est marié et il cumule les petits boulots. Patrick Gateau, c'est pas du tout le même profil. C'est quelqu'un qui, déjà physiquement, n'a pas du tout la même allure. C'est un type beaucoup plus imposant, en tout cas, que Serge Mathé. Et les deux vont finalement se rapprocher très rapidement parce qu'ils sont à proximité géographique. Et ayant des besoins d'argent tous les deux, vont se mettre en recherche de moyens de gagner facilement de l'argent. Et c'est ça qui va former ce couple qui est atypique. Mais à la différence de Serge Mathé, Patrick Gateau, lui, possède un casier judiciaire bien fourni. C'est quelqu'un qui a déjà été condamné pour un meurtre, qui a déjà été condamné à perpétuité, donc ça donne quand même une petite idée de la mesure de sa personnalité. 3 heures seulement après la mise en garde à vue de Serge Mathé, son présumé complice est à son tour arrêté. Alors Patrick Gateau, c'est ce qu'on peut qualifier de professionnel de la justice. Être en face d'enquêteurs, c'est pas ça qui va l'émouvoir plus que nécessaire. C'est quelqu'un qui est rompu à l'exercice, qui connaît tous les rouages, qu'il soit policier ou qu'il soit judiciaire. Immédiatement interrogé, l'homme nie toute implication dans le meurtre de Nelly Crémel. Patrick Gateau, pendant la garde à vue, il n'a rien fait, il est au courant de rien. Et comment vous osez m'amener ici pour rien? Pourquoi est-ce que vous m'ennuyez? Il ne sait pas pourquoi il est là. On a en garde à vue 2 auteurs potentiels. Un qui reconnaît sa responsabilité et qui accuse le second de l'avoir accompagné dans cette responsabilité. Et le second qui dénie toute présence sur les lieux et toute implication dans cette affaire-là. Donc il y a quelque chose qui cloche, il y a une pièce du puzzle qui ne s'emboîte pas, et le travail de l'enquêteur, ça va être justement de comprendre quel est celui des deux qui nous donne la mauvaise version.
déterminer l'implication précise de chacun des deux hommes dans le meurtre, les enquêteurs ont besoin d'éléments matériels. Le juge d'instruction ordonne alors une perquisition au domicile des deux suspects. Chez Serge Maté, on va découvrir la montre de Nelly. On peut penser que c'est la montre de Nelly Crémel. Chez Patrick Gateau, pas grand-chose. Sinon, une paire de gants tachés de sang, qui est bien évidemment saisie par les enquêteurs et qui vont également visiter sa voiture. Et sa voiture les intrigue un peu parce que elle semble avoir été nettoyée. Et on va demander immédiatement, après sa saisie, à ce qu'elle soit analysée par les experts de l'Institut criminel, de manière à essayer de retrouver des traces de Nelly Crémel à l'intérieur du véhicule. Cette voiture intéresse d'autant plus les enquêteurs que le jour de la disparition de Nelly Crémel, un témoin avait affirmé qu'il l'avait aperçue près de chez elle, à l'arrière d'un véhicule du même modèle. Il y a un voisin qui va dire l'avoir vue en voiture plus tard dans la matinée et qu'elle lui aurait fait un geste de la main. À l'issue de ces perquisitions, l'étau se resserre autour de Patrick Gateau. Et quand son interrogatoire reprend, l'homme, confronté aux indices matériels et aux aveux de Serge Maté, finit par craquer. Mais sa version des faits est à l'opposé de celle de son complice. Dans la version que va livrer Patrick Gateau du scénario final, c'est Serge Maté qui a procédé à l'assassinat de Nelly Crémel. D'abord avec un fusil et qui ensuite a procédé à son achèvement à l'aide de coups portés par un rondin. À ce moment-là de l'instruction, ce qu'on ne sait pas, c'est qui a fait quoi sur une partie des faits. On a la certitude que Serge Maté a frappé Nelly Crémel avec le rondin, puis avec la crosse du fusil, parce que c'est la constante de ses déclarations. En revanche, on ne sait pas qui a donné des coups de fusil, parce que personne ne le revendique. Malgré les aveux des deux suspects, il manque aux enquêteurs une pièce essentielle du puzzle. Qui a porté le coup fatal? Ils poursuivent donc les interrogatoires en espérant découvrir enfin la vérité. Ce qu'on va rechercher, c'est ce qu'on appelle en police judiciaire les aveux circonstanciés. Et dans cette affaire-là, c'est de retrouver notamment les éléments qui ont servi à commettre le crime. C'est-à-dire à la fois le fusil et puis les rondins de bois avec lesquels les coups ont été portés. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Patrick Gateau finit par révéler l'endroit où il a dissimulé le rondin de bois qui a servi à frapper la victime. Sur ces indications, les policiers retrouvent effectivement le rondin dans un sac poubelle à 8 km de la scène de crime. Mais ce n'est pas tout. L'homme avoue qu'il a caché à son domicile un autre indice capital. Dans le potager, ils vont retrouver un fusil, un canoncier. Le fusil qui permet de menacer, qui permet d'être dissimulé sous un vêtement, de telle manière que la personne qu'on projette d'agresser ne se rende compte de rien. Les enquêteurs inspectent le fusil, mais aucune trace de sang n'y est visible à l'œil nu. Des techniciens en identification criminelle pulvérisent alors sur l'arme du luminol. Ce procédé chimique permet de révéler des taches de sang, même quand elles ont été nettoyées. Le résultat s'avère positif. Des marques de sang apparaissent sur la bouche du canon et sur la crosse du fusil. Mais aucun ADN n'y est décelé. Une morpho-analyse des traces de sang est alors ordonnée. Le travail d'un expert en morpho-analyse de traces de sang consiste donc en une observation minutieuse de l'ensemble des traces de sang, la taille, la forme, la distribution, afin de déterminer donc les événements qui en sont à l'origine. L'expert commence par analyser attentivement les traces situées sur la bouche du canon. Les petites traces de l'ordre de 1 mm sont compatibles en fait avec des traces qu'on appelle des rétroprojections lors du tir balistique. Donc le projectile, une fois qu'il rentre en contact donc avec le corps, une énergie très importante va être libérée et qui va provoquer par décompression
donc des projections de sang qui vont revenir vers le canon de l'arme. Ces traces de sang confirment donc que ce fusil a servi à tirer sur quelqu'un, qui plus est dans les mêmes circonstances que celles révélées par l'autopsie de Nelly Cremel. Par rapport aux blessures constatées sur la victime, la blessure abdominale décrite comme étant un bout touchant est compatible donc avec les traces retrouvées sur l'extérieur du canon de l'arme à feu. Le morpho-analyste examine ensuite les taches de sang situées sur la crosse du fusil. Et ses conclusions sont sans appel. Ces traces ne peuvent pas avoir été faites par le coup de feu. Lorsqu'on utilise une arme à feu, donc on obstrue finalement cette partie de la crosse et on empêche des rétroprojections de revenir dessus tout simplement. Ces traces de sang ne sont pas compatibles avec le tir balistique. En revanche, la forme de ces taches de sang sur la crosse, plus large, indique que l'arme a été utilisée autrement. Donc les traces observées au niveau de la crosse ont un diamètre plus important, ce qui veut dire qu'elles sont de basse ou de moyenne vélocité, donc une force moindre que lors d'une utilisation d'un tir balistique, et donc plutôt compatible avec l'utilisation de l'arme à feu en objet contondant, c'est-à-dire pour frapper. Ces différentes conclusions corroborent celles du médecin légiste. Le fusil de Patrick Gateau a donc bien servi à tirer sur la victime, mais également à la frapper. Enfin, de nouvelles analyses génétiques viennent confondre définitivement les deux assassins de Nelly Cremel. L'ADN de Mme Cremel est découvert sur les gants ensanglantés découverts au domicile de M. Gateau, dans son véhicule. Sur le rondin, on retrouve également des cheveux et donc l'ADN de Mme Cremel. Mais personne ne sait qui a fait quoi, puisque les deux hommes vont rester sur leurs versions respectives, se renvoyant l'acte mortel l'un sur l'autre. Le 14 juin 2005, soit 12 jours après la disparition de Nelly Cremel, Serge Mathey et Patrick Gateau sont mis en examen pour enlèvement, séquestration et assassinat. Et si les gendarmes ne savent pas qui a été l'instigateur du meurtre, ils ont une intime conviction à ce sujet. On aura très nettement le sentiment d'enquêteur qu'on est sur un rapport de dominant à dominé, avec d'un côté un personnage connu judiciairement pour des faits lourds, très expérimenté, Patrick Gateau, et de l'autre côté, un jeune beaucoup plus fragile psychologiquement, qui nous apparaîtra totalement sous l'influence de Patrick Gateau, c'est Serge Mathey. Et notre sentiment, c'est que si Mathey avait été seul, il n'aurait pas tué. Il n'avait pas le cran pour le faire. Un autre détail conforte les enquêteurs dans l'idée que Patrick Gateau leur a très certainement menti sur son implication. En effet, Patrick Gateau est en libération conditionnelle pour un précédent homicide commis 17 ans auparavant. Qui dit libération conditionnelle dit automatiquement retour à la case prison s'il est impliqué dans un nouveau fait. Les circonstances de cet homicide, commis 17 ans plus tôt par Patrick Gateau, confirment les soupçons des gendarmes. Car elles ressemblent étrangement au scénario mis en place pour piéger Nelly Cremel. On a eu le sentiment dans cette affaire qu'en fait Patrick Gateau avait réitéré quelque chose qui s'était déroulé exactement de la même manière 17 ans auparavant. Patrick Gateau et un complice, Christian Guay, veulent se rendre au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ils demandent à Janine Brindel sa voiture. Elle sort depuis peu avec Christian Guay. Elle refuse de leur prêter sa voiture. Il la jette dans la voiture, l'emmène à 1 heure de route du lieu où ils étaient, l'attache dans un bois à un arbre. Cette mère de famille de 49 ans a ensuite été abattue de 2 coups de fusil de chasse. Mais comme pour le meurtre de Nelly Cremel, Patrick Gateau avait ensuite minimisé sa participation à l'assassinat de Janine Brindel. À l'époque, il a invoqué le fait qu'il n'avait pas lui-même tiré, qu'il n'était pas l'auteur des coups de fusil et que du coup, il ne pouvait pas être tenu responsable, que c'est pas lui l'assassin. Patrick Gateau avait tout de même été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais après 15 ans passés derrière les barreaux, il avait été remis en liberté conditionnelle. C'était en 2003, soit 2 ans avant le meurtre de Nelly Cremel. Quand cette information est relayée par les médias, l'opinion publique est révoltée. La mort de Nelly Cremel est quelque chose
qui n'aurait jamais dû arriver, qui était impossible, puisque, objectivement, normalement, Gâteau, à l'époque du crime, devait être en prison. Ça ne peut être que l'incompréhension, et puis là, une forme de colère, quand même. Elle est morte pour rien, c'est incroyable, c'est inadmissible, quoi. Dans sa campagne de lutte contre la délinquance et la récidive, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, s'implique alors personnellement dans cette affaire, n'hésitant pas à remettre en cause le travail des magistrats. Patrick Gâteau va devenir le symbole de l'erreur commise par l'institution judiciaire qui l'a remis en liberté, a permis qu'il tue à nouveau. Et c'est en ça que l'affaire Nelly Crémel peut être considérée comme un tournant dans la manière dont la récidive ou le récidiviste ont été abordés par la justice. Le 12 décembre 2005, soit 6 mois après l'assassinat de Nelly Crémel, une loi est effectivement votée qui vise à renforcer la répression contre la récidive. Elle instaure notamment, pour les condamnés les plus dangereux, le port obligatoire du bracelet électronique. Pendant ce temps, l'instruction se poursuit et les deux complices ne cessent de se renvoyer la balle, chacun multipliant les versions pour incriminer l'autre. Les enquêteurs doivent alors vérifier chaque nouveau scénario, comme celui où Patrick Gâteau affirme avoir été l'amant de Nelly Crémel. J'ai le souvenir d'être allé dans un hôtel pour vérifier les propos de M. Gâteau qui disait rencontrer Mme Crémel. Et on a vérifié sur une période de 2 ans, que ce soit les paiements par carte bleue, les relais téléphoniques, etc. Ça s'est avéré faux. La conclusion, en tout cas de l'enquête, c'est qu'il ne la connaissait pas et il ne l'avait jamais vue avant. Le 2 juin 2006, soit 1 an après le drame, coup de théâtre. Serge Mathey avoue soudain qu'il est l'auteur de l'assassinat de Nelly Crémel. Depuis sa cellule, il écrit au juge d'instruction une lettre dans laquelle il livre en détail son passage à l'acte. Mais il affirme avoir agi sous la contrainte de son complice. Je me remis face à Madame Crémel et regardai Gâteau qui me braquait avec le pistolet en hurlant « Qu'est-ce que t'attends ?» C'est alors qu'en larmes, je fis feu. Gâteau, toujours en me braquant, hurla « Fais la terre, fais la terre !» Je lui tapai à 2 reprises sur la tête côté droit avec le fusil. Gâteau hurlait comme un fou « Prends un bout de bois !» Je pris donc un rondin de bois derrière moi et lui en assénai 3 coups sur la tête. Rien ne l'empêchait de dire à Patrick Gâteau, bah non, je le ferai pas. Et puis Gâteau faisait ce qu'il avait à faire. Et puis voilà. Pour moi, ils sont coupables autant l'un que l'autre. Ils sont responsables autant l'un que l'autre. Nelly Crémel a été assassinée quelques jours seulement avant d'avoir 40 ans. Sa mort a brisé une famille, laissant derrière elle une orpheline de 12 ans qui a dû apprendre à grandir sans sa mère. Je pense à elle, je pense à sa fille, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de vivre sans mère. Elle avait la vie devant elle, qu'elle ne méritait pas ça. Que personne ne mérite ce qui lui est arrivé. Moi, ce qui m'a frappée, c'est que Christian Crémel a toujours fait ce qu'il pouvait pour protéger sa fille. Il a compris sa souffrance, il a été très présent. C'est un homme remarquable et je crois que c'est ça qui me restera le plus de cette affaire. C'est un homme qui n'a jamais voulu sombrer dans la haine.